À 68 ans, Cécilia Attias, autrefois Cécilia Sarkozy, rompt enfin un silence qu'elle a porté comme une seconde peau, un manteau lourd cousu de blessures intimes, de secrets politiques et de contradictions humaines. Pendant plus de 2 siècles, elle a été un visage figé dans les flashs des photographes, une silhouette élégante aux côtés de Nicolas Sarkozy, alors ministre, puis président de la République française. Mais derrière l'image parfaitement contrôlée d'un couple présidentiel moderne, dynamique, ambitieux, se cachait une histoire complexe, parfois sombre, que la France entière croyait connaître, mais dont personne n'avait réellement percé la vérité. Aujourd'hui, alors qu'elle a dépassé l'âge où l'on craint encore le jugement du monde, Cécilia Attias accepte enfin de s'abandonner, de raconter ce qu'elle n'avait jamais osé exprimer, la vérité, sa vérité, sur ce qu'elle appelle désormais un mariage infernal, une relation où le pouvoir, l'ambition, la pression médiatique et la solitude se sont entremêlés jusqu'à former une prison invisible. Et cette vérité commence bien avant l'Élysée, avant même la grande histoire. Elle naît dans les coulisses intimes d'un couple emporté par l'ascension fulgurante d'un homme et le sacrifice silencieux d'une femme qui, trop longtemps, n'a pas eu le droit ni la force d'être elle-même. Lorsque Cécilia et Nicolas se rencontrent, elle est jeune, brillante, pleine d'une énergie libre et indomptée. Elle porte un nom, Cécilia Siganer-Albéniz, qui raconte déjà une histoire, d'origine russe, moldave, juive et espagnole. Une femme du monde, une femme de culture, une femme qui a appris à se réinventer. Nicolas Sarkozy, lui, est encore un jeune maire de Neuilly-sur-Seine, fougueux, ambitieux, porté par un instinct politique hors du commun. Leur rencontre est fulgurante. Elle le dira elle-même plus tard. J'ai cru voir en lui un vent d'air frais. Je me trompais, c'était une tornade. Une tornade qui allait, progressivement, redéfinir toute sa vie. Pour elle, c'était davantage une fascination. L'énergie de cet homme, sa détermination, sa conviction qu'il serait un jour au sommet. Elle se sentait flattée, entraînée, presque hypnotisée par ce tempérament volcanique qui contrastait avec son propre désir d'indépendance. Mais déjà dans les débuts, se dessine la première fissure, la jalousie. Une jalousie profonde, instinctive, qui allait devenir l'une des colonnes de ce mariage infernal. Dès leurs premiers mois de vie commune, Cécilia ressent que la personnalité de Nicolas est plus qu'exigeante. Elle est dévorante. Il n'aime pas partager, ni le pouvoir, ni l'attention, ni l'amour. Peu à peu, ce qui aurait pu être de la passion se transforme en contrôle subtil. Elle le raconte aujourd'hui sans détour. Il voulait tout savoir, tout comprendre, tout vérifier. Je vivais dans une sorte de lumière froide où chaque geste était observé, interprété, questionné. Elle n'a pas immédiatement interprété cela comme un problème. Jeune, amoureuse, elle confondait intensité et amour. Et surtout, Nicolas Sarkozy savait se montrer charmant, protecteur, brillant, un homme dont on ne s'éloigne pas facilement. Mais cette jalousie va se renforcer, nourrie par la carrière politique de plus en plus exigeante de Sarkozy. Plus il montait, plus il craignait de perdre. Plus il avançait vers le pouvoir, plus il s'obsédait à garder le contrôle sur son environnement, à commencer par sa propre épouse. Cécilia Attias l'admet aujourd'hui. Elle a longtemps joué un rôle qui n'était pas le sien. Auprès de Nicolas, elle devient un symbole, un élément essentiel de sa communication politique. L'épouse moderne et élégante, la femme qui rassure les électeurs, le contrepoids doux à un mari impulsif. On la place, on la déplace, on la briefe, on la photographie, elle devient un personnage public malgré elle. Je n'avais plus d'existence personnelle. Mon identité s'effaçait derrière celle d'un homme qui ne vivait que pour être vu, entendu, applaudi. Elle ne peut pas se plaindre. On ne se plaint pas quand on vit aux côtés d'un homme promis à la plus haute fonction de l'État. Par loyauté, par amour, par devoir, elle se tait. Mais chaque silence construit un mur, chaque compromis lui retire un morceau d'elle-même. Et ce mur, un jour, deviendra infranchissable. Dans l'entourage du couple, on murmure déjà. Les amis proches sentent bien que quelque chose se délite. Cécilia devient distante, absente parfois, plongée dans une solitude qui surprend ceux qui la connaissent. Les conseillers politiques, eux, observent un autre phénomène. Nicolas Sarkozy dépend émotionnellement de sa femme. Il a besoin d'elle, de son regard, de son soutien. Mais cette dépendance se transforme en tension permanente. Il lui reproche ses absences, ses doutes, ses envies d'évasion. Leur relation devient un champ de bataille silencieux. Pas de grands cris, pas de scandale public, mais des tensions continues. Des reproches à huis clos, des nuits sans sommeil. Des disputes étouffées dans des hôtels ou des bureaux ministériels, des larmes discrètes derrière des lunettes noires. Cécilia vit dans une cage dorée, luxueuse, prestigieuse, mais fermée à double tour. L'élection présidentielle de 2007 aurait pu tout changer. Elle n'a fait qu'amplifier le mal. La nuit de la victoire, alors que toute la France célèbre l'accession de Nicolas Sarkozy à la présidence, Cécilia ressent un effondrement intérieur. Elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas émue. Elle est terrifiée. Elle comprend à cet instant qu'elle entre dans une vie qu'elle ne veut pas. Une vie où chaque geste sera scruté, où chaque absence sera un scandale, où chaque faiblesse deviendra un enjeu d'État.
Le jour où elle refuse de jouer la première dame, selon les codes imposés, tout bascule. Nicolas se braque. Les conseillers paniquent, la presse s'interroge. Et Cécilia découvre que l'Élysée n'est pas une maison, c'est un théâtre. Un théâtre où elle doit jouer un rôle qu'elle n'a jamais voulu endosser. C'est là, dit-elle aujourd'hui, dans un souffle encore intranquille. C'est à l'Élysée que mon mariage est mort, définitivement. Le besoin vital de s'échapper. La rupture n'est pas immédiate. Elle est lente, douloureuse, contrainte par la pression politique et les obligations médiatiques. Mais intérieurement, Cécilia n'est déjà plus l'épouse du président. Elle est une femme qui cherche désespérément à retrouver son souffle, son identité, son autonomie. Elle voudrait partir. Mais partir, quand on est la première dame de France, n'est pas un acte simple. C'est un scandale. C'est un séisme politique. C'est une crise d'État. Pendant des mois, elle vit entre deux mondes, celui de l'Élysée, où elle doit apparaître parfaite, et celui de sa vie intime, en morceaux, brisés. Chaque jour, elle s'enfonce un peu plus dans une tristesse profonde. Elle perd du poids. Elle ne dort plus. Elle s'éloigne de Nicolas, mais aussi d'elle-même. Je n'étais plus qu'une ombre, admet-elle aujourd'hui. Une ombre qui allait finir par disparaître, pour renaître ailleurs. Une vérité qui lui brûle la gorge. Ce premier chapitre de révélation ne cherche pas à dénigrer, ni à régler des comptes. Cécilia Attias raconte avec lucidité, recule parfois avec douceur, souvent avec douleur. Elle ne cherche pas à blesser Nicolas Sarkozy. Elle cherche à se libérer d'un poids qui l'a suivi pendant presque 20 ans. Pour elle, dire la vérité n'est pas un acte de vengeance, mais un acte de survie. Elle ne veut plus porter le silence comme une condamnation. Et lorsque, à 68 ans, elle finit par prononcer les mots que la France n'aurait jamais imaginé entendre, ils résonnent comme une confession tardive. Mon mariage avec Nicolas a été une prison. Une prison brillante, prestigieuse, mais une prison quand même. Et personne ne sort indemne d'une prison. De cette confession publique s'arrêtait au seuil d'un gouffre, celui d'une femme prisonnière d'un rôle présidentiel qu'elle n'avait jamais choisi. Mais la suite est plus douloureuse encore. Car derrière les portes dorées de l'Élysée, sous les dorures, les caméras et les banquets officiels, se cachait un univers de solitude, de trahison et de pouvoir destructeur. Cécilia Attias, autrefois Sarkozy, y a connu la désillusion, l'humiliation et surtout l'impossibilité de fuir sans tout détruire. Dès les premiers mois du quinquennat, la fracture intime entre Cécilia et Nicolas devient une plaie béante. Les médias célèbrent le couple glamour, mais dans l'intimité, ils ne se parlent presque plus. Elle vit seule dans les appartements privés, séparée du président par des couloirs de silence et des kilomètres d'agenda. Le protocole, les gardes, les conseillers, tout cela forme une armée invisible qui lui rappelle chaque jour que sa vie ne lui appartient plus. À l'Élysée, on ne m'écoutait pas. J'étais une présence décorative, une ombre que l'on faisait apparaître quand il fallait sourire. Ce rôle lui est insupportable. Elle tente de s'en évader par de petites insurrections personnelles, refuser certains voyages, éviter les dîners officiels, passer plus de temps avec ses enfants. Mais chaque refus est perçu comme une menace politique. Les conseillers présidentiels, inquiets de l'image du couple, pressent Nicolas d'imposer une ligne dure. Le président, déjà stressé par les dossiers internationaux, réagit par le contrôle. Cécilia devient un sujet de tension au sein même de la présidence. Certains la décrivent alors comme capricieuse, insaisissable, voire instable. Mais la vérité, c'est qu'elle étouffait. Et plus elle cherchait à respirer, plus l'appareil présidentiel la serrait. L'année 2007 est marquée par un double drame, l'effondrement de leurs relations et la surexposition médiatique. Les journaux à scandale flirtent le malaise. Les rumeurs de séparation se multiplient. Les conseillers, pour sauver la façade, tentent de maquiller la réalité. Mais le mensonge devient ingérable. Un jour, dans le secret d'un salon feutré, Cécilia annonce à Nicolas qu'elle veut partir. Il refuse d'y croire. Il la supplie puis s'emporte. « Tu ne peux pas me faire ça maintenant. Je viens d'être élu. » Ces mots résonneront en elle comme une gifle. Ce n'était pas leur histoire qui comptait, mais sa présidence. Elle comprend que leur amour est devenu un calcul, un paramètre d'image publique. Et cette prise de conscience est le début d'un effondrement total. Les rumeurs deviennent articles. Les articles deviennent scandales. Et Cécilia, malgré elle, devient une figure médiatique contre son gré. L'ironie cruelle du destin veut que, tandis qu'elle rêve de fuite, Nicolas se rapproche d'une autre femme, Carla Bruni, que la presse découvrira bientôt comme sa nouvelle compagne. Cécilia, elle, reste enfermée dans un rôle qui n'a plus de sens. C'était l'humiliation suprême, être la première dame d'un homme déjà tourné vers une autre. C'est à ce moment de désespoir qu'elle retrouve Richard Attias, homme d'affaires marocain, charismatique, discret, qu'elle avait connu des années auparavant dans le cadre d'un projet humanitaire. Leur lien renaît dans le chaos, mais cette fois, il devient vital. Richard n'est pas un politicien. Il ne lui demande rien, ne l'exige pas. Il lui parle simplement. Il l'écoute. Et pour la première fois depuis des années, elle se sent exister autrement que comme un accessoire du pouvoir. Leur relation, d'abord cachée, deviendra la planche de salut d'une femme au bord de la rupture. Mais cette renaissance a un prix.
La presse découvre l'idylle. Les opposants politiques jubilent. Les conseillers paniquent à nouveau. Comment gérer une première dame amoureuse d'un autre homme? Le scandale enfle. L'Élysée se transforme en champ de mine. Cécilia subit alors une tempête d'insultes, de jugements, de moqueries. Certains l'appellent la fugitive, d'autres la traîtresse. Mais derrière les gros titres, une femme tente juste de sauver ce qui reste de sa santé mentale. Le 18 octobre 2007, l'annonce tombe, le divorce est officiel. Pour la première fois dans l'histoire de la veuve République, un président français divorce en cours de mandat. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Les Français découvrent, stupéfaits, ce que beaucoup pressentaient sans oser y croire. Le conte de fées s'est transformé en tragédie contemporaine. Cécilia quitte l'Élysée sans cérémonie, sans discours, sans adieu. Elle part avec une valise, quelques photos et la sensation d'avoir traversé une guerre froide domestique. Je ne partais pas d'un mariage, je m'échappais d'une forteresse. Elle s'envole pour New York, puis pour Dubaï. Elle reconstruit lentement sa vie aux côtés de Richard Attias qu'elle épousera quelques mois plus tard. Mais malgré la distance, l'Élysée continue de la hanter. Les journalistes la poursuivent. Les politiques la jugent. Même les amis la fuient, par peur de déplaire au président. Pendant des années, elle vit dans une semi-clandestinité affective entre soulagement et culpabilité. Dans les interviews rares qu'elle accorde à l'époque, Cécilia choisit la prudence. Elle parle peu, voire pas du tout, de Nicolas Sarkozy. Elle sait qu'un mot de travers pourrait provoquer un scandale politique. Mais ce silence est un fardeau. Il nourrit les fantasmes, les fausses versions, les mensonges. Et surtout, il la dévore de l'intérieur. J'ai dû me taire pour protéger mes enfants. Mais se taire, c'est mourir lentement. Pendant longtemps, elle observe de loin la carrière de son ex-mari. Elle le voit se remarier, redevenir un homme public heureux. Cette question, elle la portera pendant plus d'une décennie avant de trouver enfin la réponse. Non, elle n'était pas le problème. Elle était simplement une femme lucide dans un monde qui exige des épouses de présidents qu'elles soient muettes. Une femme libre, enfin. Aujourd'hui, à 68 ans, Cécilia Attias n'est plus ni l'ombre d'un président, ni la muse d'un scandale. Elle est une femme apaisée, installée entre Genève et New York, engagée dans des projets humanitaires, mère et grand-mère comblée. Mais le souvenir du passé reste vif. Dans ses récents entretiens, elle parle avec une franchise désarmante. « J'ai aimé Nicolas, mais cet amour a été englouti par la machine du pouvoir. Quand on vit à côté d'un homme qui veut devenir président, on n'existe plus, on survit. » Elle dit aussi « Mon mariage n'était pas seulement un échec personnel, c'était une expérience politique. J'ai compris que dans ce milieu, l'humain passe toujours après l'image. » Ces mots, prononcés avec calme, sonnent comme une libération, car Cécilia n'accuse plus. Elle témoigne. Et dans ce témoignage, il y a la force de toutes les femmes qui ont dû se taire pendant trop longtemps. Le monde selon Cécilia, sa vérité dérange encore certains, mais elle s'en moque. Elle ne cherche plus l'approbation. Elle raconte non pour se venger, mais pour inspirer. Pour rappeler qu'aucune réussite politique ne justifie la destruction d'une vie intime. Pour dire qu'une première dame reste une femme, avec ses failles, ses désirs, ses limites. On me demandait d'être parfaite. Mais la perfection n'est pas humaine, et moi, je voulais simplement vivre. Son récit se transforme. Ce n'est plus celui d'une épouse humiliée, mais celui d'une femme qui se reconstruit. Elle n'a plus peur du passé. Elle l'affronte, le nomme, l'éclaire. Et derrière cette confession se dessine une leçon universelle. Le pouvoir ne libère pas toujours. Parfois, il emprisonne. Et les plus belles victoires sont celles qu'on remporte en retrouvant sa propre voie. Il aura fallu des années de silence, de fuite, de reconstruction et d'exil pour que Cécilia Attias devienne enfin cette femme libre qu'elle rêvait d'être. Après l'ouragan Sarkozy, après la tempête médiatique, après la douleur des séparations, la solitude, la honte, elle a lentement, patiemment, appris à revivre. Aujourd'hui, à 68 ans, elle n'a plus rien à prouver. Elle parle avec douceur, avec sagesse, parfois même avec tendresse, y compris à l'égard de celui qui fut jadis son pire cauchemar et son plus grand amour. N'est plus celui du scandale, mais de la renaissance. Une renaissance profonde, spirituelle, féminine, celle d'une femme qui a traversé le feu du pouvoir et qui en est sortie brûlée, mais intacte dans l'essentiel, sa dignité. Après son départ de l'Élysée et son union avec Richard Attias, Cécilia s'installe entre New York et Genève. Là-bas, elle redécouvre un luxe qu'aucun palais présidentiel ne lui avait jamais offert, le silence. Le matin, elle se promène le long du lac Léman, sans caméra, sans garde du corps, sans protocole. Elle prend des cafés anonymes, fait ses courses elle-même, apprend à redevenir une femme ordinaire. C'est la première fois depuis 20 ans que je peux respirer sans devoir justifier mon souffle. Dans cette nouvelle vie, elle n'est plus l'épouse d'un président ni l'icône d'un scandale politique. Elle est simplement Cécilia. Richard Attias, discret et respectueux, lui laisse cet espace vital dont elle avait tant besoin. Ensemble, ils fondent la Cécilia Attias Foundation for Women, une organisation consacrée à la défense des droits des femmes et à la promotion du leadership féminin dans le monde.
Elle sillonne les continents, participe à des conférences, soutient des associations locales, rencontre des militantes, et à chaque fois qu'elle monte sur scène, elle sent renaître cette force intérieure qu'on lui avait volée. Ce que j'avais vécu n'était pas une honte, c'était une expérience, une épreuve qui m'a appris ce que signifie vraiment être une femme dans un monde gouverné par les hommes. Mais renaître ne veut pas dire effacer. Pendant longtemps, le simple nom de Nicolas Sarkozy suffisait à la replonger dans une douleur muette. Les souvenirs affluaient, les cris, les silences, les photographes, la solitude. Elle a dû apprendre à apprivoiser ses fantômes, à les comprendre, à ne plus les craindre. Dans son témoignage récent, elle évoque le pardon avec une lucidité désarmante. Le pardon n'est pas une faveur que l'on accorde à l'autre, c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Elle dit avoir cessé de nourrir la rancune. Non parce que Nicolas aurait changé, mais parce qu'elle, oui. Leur relation désormais est faite de distance et de respect. Ils se parlent rarement, mais sans haine. Ils partagent un passé commun, des enfants, une histoire que rien ne peut effacer, et, à sa manière, Cécilia reconnaît en lui un paradoxe, celui d'un homme blessé, ambitieux, parfois brutal, mais humain malgré tout. J'ai longtemps cru que Nicolas était un bourreau, mais avec le temps, j'ai compris qu'il était aussi prisonnier de son propre personnage. Il vivait pour le regard des autres, et c'est ce regard qui l'a détruit. Ces mots, pleins de compassion, disent de tout de l'évolution de Cécilia. La colère a cédé la place à la compréhension, la peur à la paix. Et la honte à la fierté silencieuse de celle qui a survécu. Une femme engagée, une voix retrouvée. Si Cécilia Attias a choisi de se confier aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elle veut transformer sa douleur en message universel. Elle n'est plus seulement une femme politique ou l'ex-épouse d'un président, elle est devenue une symbolique. Celle de toutes les femmes qu'on a réduites au silence dans les sphères du pouvoir ou ailleurs. Elle parle de liberté, d'égalité, de dignité. Elle défend l'éducation des filles, le leadership féminin, la reconnaissance du travail des mères. Elle ne prononce jamais un mot de vengeance. Elle parle d'avenir, de transmission. Je veux que les femmes comprennent qu'elles n'ont pas besoin de s'effacer pour être aimées. Le véritable amour, c'est celui qui vous laisse être. À travers ses conférences et ses engagements, Cécilia Attias incarne une génération de femmes qui refusent le compromis destructeur. Elle parle aussi à la jeune génération, celles qui vivent dans un monde toujours saturé de jugements, d'images et d'attentes. J'ai vécu dans une époque où une femme devait choisir entre aimer et exister. Aujourd'hui, je veux prouver qu'on peut faire les deux. Le regard sur la France et sur Nicolas Sarkozy. Interrogée sur la France d'aujourd'hui, Cécilia répond sans détour. Elle observe le pays avec un mélange d'affection et de distance. Elle ne regrette pas d'avoir quitté la politique. Elle regrette seulement que la politique ait un jour détruit ce qu'elle avait de plus cher, sa tranquillité intérieure. Le pouvoir est une drogue, et comme toute drogue, il vous prend plus qu'il ne vous donne. Sur Nicolas Sarkozy, elle garde un regard nuancé. Elle reconnaît son intelligence, sa détermination, son charisme. Mais elle sait aussi combien cet homme, obsédé par la performance, a perdu le contact avec le réel. J'ai aimé Nicolas pour sa fougue, et je l'ai quitté pour la même raison. Il voulait tout conquérir, même ceux qu'il aimait. Ces phrases ne sont pas des reproches, mais des constats. Elles reflètent le détachement serein d'une femme qui n'a plus besoin de justifier ni son passé, ni ses choix. La paix intérieure, le dernier combat. Aujourd'hui, Cécilia Attias vit dans un équilibre fragile mais lumineux. Elle a trouvé dans la maternité, dans l'amitié, dans la nature, un apaisement que ni la gloire ni le pouvoir ne peuvent offrir. Chaque jour, elle médite, écrit, lit. Elle continue à voyager, à rencontrer des femmes qui l'inspirent. Parfois, elle repense à son ancienne vie, à l'Élysée, aux ors, aux déjeuners diplomatiques, aux nuits d'insomnie. Et elle sourit. Tout cela paraît si loin, c'était un autre monde, une autre moi. Son visage s'est adouci, sa voix aussi. Elle n'est plus la femme traquée, mais la femme retrouvée. Et lorsqu'on lui demande si elle refermerait la porte sur cette période, elle répond simplement « Non, parce que même l'enfer laisse des traces de lumière ». Cécilia Attias n'est plus un symbole de scandale, mais une leçon vivante. Elle incarne la résilience, la réinvention, la dignité. Elle a prouvé qu'on peut tomber du sommet du monde et se relever plus humaine, plus vraie. À 68 ans, elle a transformé la douleur en parole, le silence en sagesse, la fuite en libération. Et si son histoire continue d'émouvoir la France, c'est parce qu'elle dit tout d'un combat universel, celui d'une femme pour reconquérir sa voix, sa vérité et son droit à la paix. J'ai cessé d'être la femme d'un président. J'ai choisi d'être la présidente de ma propre vie. Ces derniers mots résonnent comme un manifeste. Cécilia Attias n'a pas seulement quitté Nicolas Sarkozy, elle a quitté un monde d'apparence pour renaître dans un monde d'essence. Et dans ce dernier souffle, il n'y a plus de rancune, plus de drame, plus de façade. Il n'y a que la liberté nue d'une femme qui, après avoir traversé l'enfer, a retrouvé la beauté simple d'exister.